Alors que là, en fait, tu veux tester un truc, c'est un prompt, 30 secondes de réflexion de l'agent et tu vois le truc. Enfin, déjà aujourd'hui, hein, je te dis, il n'y a pas d'excuse. Il y a un mec qui a utilisé Replit, il était dans les fonds d'investissement, je sais pas quoi, aux États-Unis. Il a vu qu'il y avait un problème justement dans son industrie. Il s'est dit, bon, là, il y a un problème, je développe un truc. Il a montré en fait un peu à côté chez des gens qui étaient dans le même domaine. Il a signé pour 5 millions de contrats, il a quitté son job et du coup, voilà, tu vois. Tu vois un peu cet aspect, ok, on va trouver des problèmes, on va créer. C'est vraiment ça, c'est un process de création. Donc franchement, ça va être fou, hein. Moi, je suis ultra, si tu veux, enjoué, excité par le futur qui nous attend. Mais maintenant, en fait, faut prendre le train et de nouveau, 99% de la population, ils en feront rien. Salut Yann, comment tu vas? Salut Adam, ça va bien? Et toi? Ouais, bien, merci. Euh, pour ce premier épisode, je pensais le faire en trois actes. Donc, un premier acte, un peu d'intro, donc remettre un peu les idées sur le vibe coding, parce que c'est quelque chose de récent encore, début 2025, si je me trompe pas. Ouais, Donc, faire un rapide retour là-dessus. Après, par la suite, il me semble que tu as une démo pour nous, donc on va regarder un peu tout ça. Quelles ouais, sont les limites? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Quels sont les résultats? Et ouais. puis à la fin, des petits disclaimers et surtout voir en fait, comment dire, ce qui est important à garder en tête et ce qui est important à ne pas garder dans le sens où tout ce qui est Magic Tool, toutes ces choses qui vont disparaître. Ouais, ça marche. À fond, on y va. Ça te va comme ça? Ouais, ouais, magnifique. Super. Moi, les quelques chiffres que j'ai pu retenir, ben, comme je le disais, on parle de vibe coding depuis le début d'année. Donc, la définition globale de ça, c'est créer des apps, des pages, des applications simplement avec des prompts. Mhm. Donc, depuis le début d'année, on a des outils qui sortent du lot. Donc, on peut parler de Lovable, de Windsurf, de Cursor, excuse-moi, de V0. Ça, je sais pas si c'est un outil que tu as pu mettre les pieds. Moi, j'avais déjà pu Ouais, essayer en bêta. Avec des chiffres assez faramineux. Donc, Lovable, déjà avec 2,3 millions d'utilisateurs. On a Cursor qui estime aujourd'hui à peu près 500 millions d'ARR. Donc, tous des chiffres qui sont assez énormes pour des outils qui sont plutôt récents en fait. ouais, Si ouais, on parle de Lovable, c'est lancé fin 2024. Et ouais, aujourd'hui, je sais que c'est un outil que toi tu utilises beaucoup. ouais. Donc, moi, ma première question pour toi, pour rentrer assez vite dans le vif du sujet, c'est toi aujourd'hui, comment tu travailles avec et en fait, qu'est-ce qu'on peut concrètement vibe coder? Ouais, à fond. Déjà, peut-être, première chose, effectivement, vibe coding, cette définition, c'est Karpathy. Je pense que c'était un des co-founders d'OpenAI, ou en tout cas une pointure dans le domaine de l'AI qui a sorti ce terme pour la première fois, effectivement, je crois que c'était en janvier 2025, sur Twitter. Et depuis, en fait, tout le monde met ce terme-là sur le fait de, effectivement, créer des applications web, des applications mobiles aussi de plus en plus, des pages web, sans toucher une seule ligne de code. En tout cas, ça c'est la promesse, mais respectivement, coder en français, quoi. Et d'ailleurs, je crois que ce même Andrei Karpathy disait l'année passée, ça je trouve assez intéressant, le nouveau langage de programmation, c'est l'anglais. Dans le sens où effectivement, tu écris un prompt et tu as un modèle d'IA qui va être capable de générer du code. Et je pense que là où on a fait un gros bond, c'est au début de ChatGPT, les modèles n'étaient pas aussi bons qu'aujourd'hui déjà pour coder. Ils avaient des mémoires contextuelles, donc des tailles de contexte beaucoup plus faibles. Donc dès le moment où tu avais une grosse base de code, enfin même une petite, en fait, ça se perdait Ouais, complètement. La génération de code, elle n'était pas ouf. Ils n'étaient pas capables de générer beaucoup de code. Et maintenant, en fait, on a déjà de manière sous-jacente des modèles d'IA qui sont hyper bons dans tout ce qui est code. Parce qu'il faut savoir que tous les outils que tu as cités avant, en fait, c'est une surcouche. C'est des sortes de wrappers, hein, si on veut. Et mhm, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des anthropiques. Claude, qui est un modèle en fait très utilisé pour le code. Du GPT maintenant avec du GPT-5. Différents modèles comme ça, voilà, qui sont connectés. Si tu prends Cursor, tu peux connecter tout un tas de modèles dessus. Et en fait, ces outils-là, ils vont juste en fait, rajouter une couche un peu agentique. C'est-à-dire que
effectivement, si tu vas sur un chat GPT que tu lui dis bah, donne-moi le code pour une application qui fait ça, il va te créer les fichiers, mais après, tu dois te démerder, tu dois les prendre, ces fichiers, tu dois aller dans un éditeur de code, tu dois les copier-coller, tu dois démarrer la machine, tu dois lancer les dépendances. Enfin, il y a tout un peu un écosystème technique qui, du coup, est supprimé avec ces outils-là parce que c'est eux qui se chargent de tout. Donc, vraiment, tu peux créer des apps full stack. Et Lovable, parce que comme tu dis, ils sont très forts. Ils ont dépassé 100 millions de récurrents annuels en moins de 8 mois. C'est une boîte suédoise. Ils ont vraiment un super produit. Je pense qu'ils sont très focus sur leurs produits. Et pour eux, c'est ça, hein, c'est de rendre hyper simple pour des gens non tech le fait de créer une app. Donc eux, je dirais, c'est un peu tu vois, c'est par ça que tu rentres dans le vibe coding si tu connais rien au code. Ouais, ils Ensuite, ont un peu cette utilisation friendly, dans le sens ouais, où moi oui, quand j'ai mis mes premiers pas dessus, j'ai pas eu ouais, le temps de créer mon compte, que ça m'avait déjà sorti une LP ou des voilà, choses comme ça, exact, quoi. exact. C'est très facile, c'est très intuitif. Ouais, Ça reste que c'est très puissant derrière, hein, mais ça, l'utilisateur, par contre, le voit pas. Ensuite, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que tu as une étape 2 qui, pour moi, c'est plutôt du Replit. Replit, je pense que ce soir, ils vont nous sortir une dinguerie. Normalement, c'est la V3 de leur agent. En fait, Replit, tu t'y mets pas tout de suite parce que c'est un peu plus technique, mais en fait, tu as tout dans un écosystème centralisé, mais tu as vraiment beaucoup plus de capacité fine de gérer un peu, de rentrer dans le code, de faire. Tu as beaucoup plus de choses aussi au niveau sécurité, base de données de production et de test, etc., instance de prod, instance de test. C'est beaucoup plus évolué si tu veux bien. Et là, apparemment, d'après ce que j'ai compris, donc déjà Replit par rapport à ces autres outils, ça fait bientôt 10 ans, je crois, que ça a été lancé. Et en fait, la volonté du fondateur, ça a toujours été de rendre le codage beaucoup plus facile pour des non-codeurs. Et en fait, il disait, bah voilà, la brique qui nous manquait, c'était les agents IA qui soient capables de ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui. Et ce soir, apparemment, ça va vraiment être une grosse couche supplémentaire sur toute la partie sécurité, testing et tout ça. Parce que ça, on va peut-être en parler dans les limites, mais c'est un peu la limite. Aujourd'hui, et ensuite, bah, dans le dernier quart, tu as plutôt des cloud code, des codex, des cursors, justement, des windsurf qui sont plus, je pense, pour des gens qui ont soit l'habitude de la technique ou qui se sont mis dedans, soit des gars un peu plus tech ou des devs même, qui vont utiliser ces outils-là. Donc, tu vois, progressivement, tu pourrais commencer avec Lovable, après passer à Replit et ainsi de suite. Aujourd'hui, Lovable, en fait, la grosse plus-value, je dirais, sur le reste, c'est qu'au-delà du fait que c'est très intuitif, très facile à utiliser, tu vas sur Lovable, tu crées toute la partie front-end, donc vraiment la page web de ton app, si tu veux, ce que tu vois à l'écran, le design, l'UX, les boutons, les interactions, etc. Et derrière, tu vas connecter Supabase, qui est un service vraiment génial. En fait, c'est un back-end as a service. Donc, c'est un outil qui va gérer une base de données PostgreSQL, l'authentification, donc le fait que les utilisateurs doivent se connecter, la gestion de fichiers, des fonctions pour quand même pouvoir faire des appels API, faire des fonctions en fait qui se déroulent avec du code. Et ça, en fait, tu viens juste connecter les deux. Et en fait, Lovable ont une interaction directe avec Supabase. Donc, en fait, tu vas continuer à chatter et Lovable s'occupe d'aller dans ton projet Supabase, configurer les tables de la base de données, configurer les droits d'accès, gérer l'authentification, gérer les fonctions. Et donc, vraiment, c'est un peu un one-stop shop, si tu veux bien, pour créer ton app. Tandis que, voilà, de nouveau, dans Replit, si tu veux le faire, ils ont aussi tout qui est packagé. Mais après, tu es chez Replit, etc. Le gros avantage quand même avec l'outil Lovable Supabase, et c'est ce qu'on fait nous, en fait, avec les apps de nos clients, c'est qu'après, on peut déployer la partie front-end sur Infomaniac en Suisse. Et Supabase, de nouveau, tu peux le déployer en Suisse. C'est aussi un truc qui peut être pris en open source. Donc, en fait, tu peux tout sortir facilement, finalement, de Lovable. Ce qui est un peu moins le cas, par exemple, avec Replit. Donc aujourd'hui, tu peux faire, franchement, il y a très très peu de limites. Comme il le disait Anton Osika, qui est le fondateur de Lovable, tu vas peut-être pas recoder Salesforce avec Lovable, ouais, quoique, parce que je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est justement, bah là, tu vois, on est en train de faire un bootcamp, donc on organise, hein, tu sais, ces bootcamps avec des gens qui veulent se former au vibe coding. Et donc la promesse, c'est qu'en 6 semaines, ils sortent une app pour le boulot, pour le privé, peu importe, un truc qu'ils veulent monétiser ou un truc qu'ils veulent amener dans leur entreprise.
Et tu vois, dans les idées, en fait, je remarque que souvent, c'est quoi? Bah, il y a un besoin particulier, par exemple, je dis n'importe quoi, mais sur du scheduling, donc de la prise de rendez-vous. Sauf que, bah, Calendly, ça joue pas parce qu'il manque des fonctionnalités. XY, ça va pas fonctionner non plus. Donc, en fait, tu vois, c'est juste de créer un truc vraiment qui colle à 100%, qui a pas une feature de plus inutile, parce que c'est le cas de tous ces SaaS. Et simplement, bah, tu le fais sur mesure pour que le pied rentre dans la chaussure, si on veut. Et tu peux créer des trucs assez incroyables parce que tu peux connecter n'importe quel service là-dessus. Tu peux connecter des API, tu peux intégrer bien évidemment de l'IA dans ton app, ce qui est quand même hyper cool. Et tout ça en français. Maintenant, tu peux même le faire en audio, donc tu peux parler, tu peux lâcher tes prompts ou tes demandes en vocal. Lovable va faire le job, quoi. Ok, donc si je retiens déjà d'avant, l'anglais est super important. Déjà, Ouais. c'est quelque chose qu'on remarque simplement avec les LLM aussi. Ouais. Après Lovable, donc du coup pour tout ce qui est la partie front, comme tu disais UX et design. Supabase du coup a un peu comment dire ce caractère de back-end, mais pas forcément parce qu'il agit pas comme un hébergeur. Non, alors si tu veux, ils ont une version cloud où tu peux héberger la partie back-end Supabase chez eux, ou alors tu Ouais. peux l'auto-héberger toi-même. Mais quand on dit back-end, tu vois, normalement dans une application web, une application dite full stack, enfin c'est un peu la même chose avec une application mobile, avec une architecture un peu différente, tu as toujours la partie front-end, Mhm. la partie serveur, la partie base de données, la partie storage, la partie authentification. Et si tu veux, tout ça, c'est des briques qui doivent communiquer entre elles. Et c'est là où Ouais. ça augmente en fait la complexité. C'est que typiquement, le front-end, il va passer par le serveur, ça va appeler la base de données, récupérer une donnée. Bah, est-ce que l'utilisateur a le droit de voir cette donnée ou pas? Lui la montrer, tu vois. Et Mhm. là, en fait, tu simplifies la chose parce que tu as tout le pack qui se retrouve dans Supabase. Alors, du coup, tu n'as pas accès à un serveur un serveur digne de ce nom pour faire des logiques métiers, pour faire du code, enfin, pour gérer du code derrière. Donc, par exemple, dans Lovable, aujourd'hui, tu fais du React, tu peux pas créer un projet en Python, etc. En tout cas, pas Mhm. encore. Mais par contre, en fait, ça simplifie tout. Et ça fait des apps aussi beaucoup plus légères, beaucoup plus vite mises en place aussi. Donc, mais non, c'est pas une question d'hébergement. L'hébergement, c'est encore à côté. Parce qu'après, aujourd'hui, si tu restes du coup dans le schéma classique, bah, tu te crées ton compte Supabase, tu choisis, tu restes dans le cloud, tu choisis où tu veux déployer ton projet. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu peux gérer toute la partie loi sur la protection des données RGPD avec Supabase parce que tu peux déployer en Europe, voire même en Suisse à Zurich. Et tu peux demander ce qu'on appelle un DPA, c'est un contrat avec eux pour la protection des data, etc. Donc tu sais que ça, bah, c'est géré chez eux, c'est hébergé, ça coûte pas cher, hein, c'est 10 francs par mois pour un Mhm. projet. Alors voilà, c'est le projet d'entrée en termes de capacité, si tu veux, c'est clair que si t'as 1 million d'utilisateurs qui se connectent à ton app, ça suffira pas. Et après, en standard, le projet du côté front-end, le projet Lovable, bah là, si tu le déploies via Lovable, parce que tu peux le mettre en ligne directement via Lovable, bah, il passe par Google Cloud Platform, etc. Mais là aussi, hein, Lovable, ils deviennent très sécurisés, ils ont engagé un Head of Security, etc. Ou alors, justement, tu prends le code et tu le déploies où tu as envie. Ouais, bah, on voit aujourd'hui à quel point la sécurité pour tous les outils d'IA c'est devenu hyper important. Ouais, c'est Il sûr. commence à avoir des cas où c'est pas terrible, on parle de suicide, etc. Donc je pense que ça c'est une bonne chose. Donc du coup, dans un premier step, plutôt commencer avec Lovable. Ouais, Euh, clairement. donc est-ce que même si c'est pour monter plutôt une app que de simples pages, etc., Ouais. Lovable X Supabase, c'est quelque chose qui peut faire l'affaire ou là il faudrait plutôt basculer sur quelque chose comme Replit. Non, tu peux vraiment le faire avec Lovable et Supabase. Bah, je peux te montrer un screen là. Je suis en train de faire justement pour nos propres besoins. Alors attends, tac. Pour nos propres besoins, je suis en train de faire une petite app. Donc l'idée, si tu veux, c'était de pouvoir gérer la partie projet, puisqu'avec Anthony, on fait des projets d'implémentation, on bosse les deux dessus. Il y a des heures de gestion de projet, donc du consulting, qu'on peut Mhm. faire les deux. Il y a des heures de dev très techniques, c'est Anthony, et des heures d'interface, de vibe coding, c'est moi. Et on a envie d'un truc qui soit vraiment fait picobello sur mesure pour nos besoins. Du coup, tu vois, ici,
Je sais pas, pour l'instant, là où j'en suis, je pense que si on regarde, ouais, donc il y a 15 AI edits, donc je sais pas, ça m'a peut-être pris, allez, 20-30 minutes sur Lovable à discuter. Et puis effectivement, tu vois ici, donc j'ai une notion, j'ai mes menus, j'ai une notion de projet. Dans les projets, effectivement, je peux voir la progression, etc. Ensuite, j'ai une notion de client. C'est très simple, parce que le but, c'est que ça reste simple. Une notion de sprint, donc c'est des semaines. Une notion de tâche, tu vois, où tu peux déployer, déplacer comme ça des vues, gérer des tâches. Une notion de temps aussi, où justement, là, voilà, on veut connecter le timesheet à un outil qui s'appelle Rise, que Anthony utilise. Donc, tu vois, ça permet vraiment de faire ce que tu as envie. Et là, le but, c'est de créer aussi une plateforme, en fait, un portail pour le client. Et de nouveau, tu vois, c'est d'être smart et c'est de se dire, OK, le client doit pouvoir rajouter des demandes par rapport à ses devs qu'il a envie. Et pour le faire, par exemple, il peut dicter en audio, il y a une IA qui transcrit et ça vient préparer une tâche, il y a un workflow de validation, nous on estime le temps, le client valide. Une fois qu'il a validé, ça consomme le budget, puis comme ça, tu vois, il peut voir où il en est. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir en quelques heures, maximum quelques jours, avoir un produit hyper sur mesure, qui a aucune fonctionnalité inutile. Parce que tu vois, par exemple, si je vais dans un de ces outils, genre Jira, peu importe un de ces outils de gestion de projet, je vais me retrouver avec tout plein de contraintes, avec tout plein de... Tu vois, typiquement, moi, pour le client, ce qui m'intéresse, c'est un nom, un email. J'ai pas besoin de 36 000 champs. Donc là, par exemple, c'est Lovable qui me les a implémentés et je vais les virer, ils me servent à rien. Si tu vois ce que je veux dire, mais c'est vraiment pour faire un truc hyper léger. Ce qui est aussi assez sympa, on peut le tester, mais tu vois, c'est directement responsive par nature. Donc tu vois, là, la partie menu, elle est passée d'un menu horizontal sur le haut à un menu comme ça. Et puis effectivement, tu vois, tout est responsive, donc tu peux l'utiliser aussi sur un téléphone. Ça, c'est des trucs qui sont quand même vachement incroyables et vachement cool. Et puis, effectivement, derrière, tu vois, tu as un Supabase qui a été... ici, j'ai déployé un projet pour ça. Et en fait, si tu veux, l'outil, tu vois, il a déjà créé les schémas de table, de base de données, etc. Et c'est vraiment Lovable qui va, en direct dans Supabase, lui dire ce qu'il doit faire. Il génère des requêtes SQL, enfin des trucs un peu plus techniques. Et donc, toi, tu parles en français à l'app, à l'agent, en lui disant ce que tu veux. Il va réfléchir, il va aller regarder les fichiers, il va aller éditer les fichiers et t'as le rendu tout de suite. Ouais, et puis ce qui est fou, c'est que t'es pas là à brainstormer pendant je sais pas combien de temps avec lui, avec des énormes prompts et ça pour avoir ce que tu veux, quoi. Non. Ça a l'air Alors hyper après, tu vois, intuitif. ouais, c'est intuitif. Après, tu as deux approches et je pense que c'est justement aujourd'hui une des limites du vibe coding en fait. C'est-à-dire que c'est un outil hyper puissant, mais pour des gens qui ont jamais géré des projets informatiques, c'est compliqué. Parce que, par exemple, ce matin, justement, j'avais un étudiant de master qui présentait sa thèse. Et en fait, il a fait une analyse dans le milieu de l'événementiel. Et puis du coup, il a fait une analyse vachement poussée, tu vois, avec l'aspect recherche, les entretiens, les interviews, tout ça, définir où est-ce qu'il perdait du temps au niveau logiciel, tout ça. Puis après, il est passé dans Lovable. Et en fait, dans Lovable, le truc, c'est que tu as tout de suite quelque chose qui sort. Et en fait, ils ont tendance à en ajouter un peu trop. Tu vois, par exemple, ici, il m'a direct mis un dashboard. Parce que c'est à la mode de voir un dashboard. Toutes les apps, ils vont te montrer un dashboard. Mais en fait, tu vois, pour cette application-là, concrètement, je pense qu'en tout cas, dans un premier temps, en mode MVP, le dashboard, je m'en fous. Donc en fait, c'est un peu le risque, c'est que c'est hyper intuitif, mais si tu structures pas en amont ce que tu attends, en fait, tu vas partir avec une idée, puis tu vas construire un immense éléphant là autour. Et justement, dès le moment où t'es pas technique, pour après maintenir, faire évoluer, avoir quelque chose de stable, etc., les gens, ils ont vite tendance à se perdre. C'est-à-dire que le 80% de l'app, tu le fais en 20% du temps. Et en fait, le 20% pour la finir et pour la rendre vraiment aussi ergonomique au niveau design, etc. Là, il y a beaucoup de temps à passer. Et puis, c'est pas pour rien qu'on fait ce bootcamp. En fait, c'est structuré selon différentes, si tu veux bien, selon une méthodologie un peu qu'on a mis en place au fur et à mesure. Et du coup, les participants, ils suivent ça. Et le but, justement, c'est qu'avant la troisième session, ils vont pas dans Lovable pour coder. Après, tu as deux approches. Tu peux aussi te dire, j'ai une idée vague et je veux voir ce que ça donne, parce que souvent, je trouve que c'est ça aussi un des avantages de ce produit, c'est que tu
peux voir rapidement, très vite, en quelques minutes, ce que ça représente. Tu peux cliquer, tu peux jouer avec et tu peux lui dire non, c'est pas comme ça que je pensais, change cette fonctionnalité, change ce type de vue, etc. Et tu as tout de suite le rendu. Donc c'est comme si tu bosses avec plusieurs devs en direct et que tu leur dis ce que tu attends et que les mecs ils codent et que tu as le résultat, quoi. Donc c'est assez fou. Mais ça peut être handicapant aussi. Ok, mais du coup, avec Lovable, par exemple, tu pourrais avoir quand même accès au code. Ouais, tu as accès au code, bien sûr. En fait, ici, Ah, directement là, ouais. ouais, ici tu retrouves tout le code. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on va travailler avec GitHub derrière. Donc en fait, on va connecter chaque projet à GitHub. GitHub, du coup, qui est un outil qui permet d'héberger le code, de gérer tout l'aspect traçabilité, modification, pipeline, en fait, vraiment aussi de déploiement, tout ça. Et donc, en fait, ça permet de le déposer là-bas. Et ensuite, bah, effectivement, par exemple, ce code, ce que je fais souvent moi, c'est que quand j'ai mon app qui a atteint un certain niveau, je la modifie plus trop via Lovable, je la modifie via Codex, tu vois. Parce que depuis Codex, qui est l'outil de codage d'OpenAI, l'agent de codage d'OpenAI, je peux aller chercher mon projet dans GitHub et je peux lui demander des modifs directs. Après, c'est un peu plus technique parce qu'il va dire ce qu'il va modifier dans le code, il va te montrer ça, puis t'as pas le rendu en direct, tu vois. Par contre, tu peux toujours revenir dans Lovable si ton projet il est toujours connecté. Et Codex va faire la modif et ça la met à jour ici aussi, quoi. Donc tu as accès au code. Ok. Moi, la première question qui me vient, c'est pour ça que je voulais te parler du code, c'est cet aspect sécurité. Ouais. Je sais que c'est des fois un sujet qui revient un peu. Donc, on a quand même cet aspect où des fois, bah, en fait, là, comme on a pu le voir avec Lovable, en mettant des premiers pas dessus, pour une personne comme moi, par exemple, qui a l'habitude du web, mais qui a jamais touché une ligne de code, Mhm. comment tu vois en fait cette sécurité derrière, par exemple, quand justement tu déploies. Après, tu me diras, par exemple, pour un site, etc., une page, c'est pas très grave, tu vois. Mais par exemple, si tu veux déployer une app, etc., donc est-ce que je pense que tu as quand même ce travail de relecture à faire par un développeur ou directement par des outils? Comment toi tu fonctionnes? Bah, si tu veux, c'était une des plus grosses catastrophes il y a quelques mois. C'est toujours un point très sensible. Parce que forcément, hein, quand tu demandes à un non-codeur de faire ça, il n'en a aucune idée. En même temps, il faut savoir qu'au niveau sécurité, je pense qu'il y a plein de codeurs qui sont peut-être pas tout à fait non plus les meilleurs là-dedans. C'est un domaine vachement particulier quand même, la cyber. Ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution des outils, parce qu'ils sont pas cons. Aujourd'hui, ils se rendent bien compte que pour que tout un chacun puisse devenir un dev, ben, il faut qu'il y ait toute la palette de devs qui soit autour, inclus la cybersécurité. Et du coup, justement, aujourd'hui, Lovable, ce qu'ils ont, c'est déjà un agent de review qui, en fait, en live, va analyser tous des problèmes de sécurité basiques, des problèmes de sécurité, justement, d'injection de données, de problèmes de droit sur ton application dans ta base de données qui pourrait faire que quelqu'un va siphonner les noms de tes utilisateurs et leurs emails, des choses comme ça. Il y a eu des cas comme ça qui ont été publiés sur Twitter il n'y a pas si longtemps. Donc déjà, eux, aujourd'hui, ils ont un agent intégré. Replit, c'est pareil. Je sais qu'Anthony, par exemple, il utilisait Cloud Code. Ben pareil, en fait, tu peux créer des agents de review, des agents de sécurité. Il y a des trucs comme CodeRabbit et autres qui sont justement des agents qui viennent sur GitHub reviewer le code, contrôler, vérifier s'il n'y a pas de faille de sécurité. Donc en fait, si tu veux bien, autant maintenant les agents pour créer, ils sont de mieux en mieux, autant maintenant il y a une nouvelle vague d'agents qui arrivent et qui s'intègrent aussi direct à ces produits pour l'aspect sécurité. Après, est-ce que ça sera toujours une assurance tout risque? Ben non. De l'autre côté, aujourd'hui, si tu fais appel à une boîte de dev, je sais pas où, tu vois, tu as toujours aussi un risque de sécurité. Mhm. Et encore une fois, aujourd'hui, je pense il faut rester quand même les pieds sur terre. Avec ce qu'on a aujourd'hui comme outil, on peut aller très loin. Mais de nouveau, on va pas faire une application bancaire avec du vibe coding, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'un jour, oui, mais pas maintenant. Donc on va rester sur des besoins qui restent assez peu finalement critiques. Et on va aussi forcer les clients à comprendre cette approche-là et à rester dans cette approche-là. On va pas leur dire, OK, tu peux supprimer tous tes logiciels et tu refais tout. Et du coup, il n'y a pas de backup, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien, puis ils se font hacker. Et puis voilà. Après, tu vois, de l'autre côté, souvent, ce qu'on vise, c'est des process qui sont entre des logiciels. Parce que dans les grosses boîtes, souvent, ce qui se passe, c'est que par exemple, tu as SAP comme ERP, tu as Salesforce comme CRM.
Et du coup, il y a tout un tas de process qui, en fait, justement, parce que ces outils-là sont des gros outils généralistes, ça coûte hyper cher pour les customiser, eh ben, tu as tout un tas de process qui sont gérés via des fichiers Excel. Mhm. Ok, donc nous, on vise ces fichiers Excel. C'est ça qu'on vise. Et donc, les fichiers Excel, c'est pas tellement sûr non plus, hein. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, du coup, je vois la simplicité là-dedans, de passer de l'idée à la création. Le point que moi je retiens le plus, c'est comme tu disais avant, tu vois, de des fois télécharger des outils, que ce soit des CRM ou autres, et en Mhm. fait avoir plein de plugins dedans qui nous servent à rien en fait, plein de petits outils qui nous prennent juste plus de place qu'autre chose et qui sont chiants. Donc Mhm. c'est vrai qu'aujourd'hui en fait grâce à ça, pour moi la vraie plus-value c'est que je vois justement qu'on puisse se créer pour nous-mêmes en fait des outils qui peuvent nous faire gagner un temps fou en fait. C'est quelque chose de très simple, de très épuré et qui Ouais. peut être derrière utilisable en fait pour des gens très simplement en fait. Ouais, c'est ça. En fait, Encore aujourd'hui, le problème, je vois que certains outils sont hyper bons, mais quand tu arrives dedans, tu es complètement perdu. Toi, tu utilises trois fonctionnalités, tu en as 20 que tu n'utilises jamais, mais tu n'arrêtes hmm. pas de recevoir des rappels et tout, et puis en fait, ça te traîne là autour, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, clairement, je pense que aujourd'hui, c'est une des plus grosses problématiques, si tu veux bien, c'est que et c'est pour ça que le vibe coding, en fait, ce que c'est en train d'amener aux États-Unis comme trend, c'est la mode des micro SaaS. Donc, en fait, tu vas trouver une niche, vraiment une petite niche, et en fait, tu vas analyser le besoin chez un client, deux, trois clients, etc. Tu vas développer, tu vas vibe coder un truc, tu vas le mettre sur le marché. Et en fait, avant, c'était impossible parce que du coup, il fallait trois quatre devs pour créer ne serait-ce qu'un début de SaaS. Donc, en fait, c'était pas rentable d'aller dans une micro-niche où tu as 30 clients potentiels total. Mhm. Aujourd'hui, en fait, étant donné que tu peux le faire seul et que surtout, potentiellement, toi, tu viens de cette niche, donc tu connais le métier, tu connais les problématiques du métier, et t'as pas besoin de dev pour adresser ces problématiques et pour créer un produit. Et effectivement, le produit, tu le fais de manière hyper MVP, et puis de nouveau, tu vois, t'as une idée, t'as entendu un besoin, tu connais le métier, tu dis, tiens, je vais faire une app, 2 jours après, tu peux la faire tester par les users, et t'as tout de suite le retour. Ouais, c'est ce Avant, que tu j'allais perdais dire. 6 mois, tu vois, tu faisais 6 mois de dev et au final, le marché, en fait, il n'avait pas besoin de ton produit. Aujourd'hui, tu es fixé après 2 3 jours. Ouais, c'est ce que j'allais dire, surtout sur cette notion de MVP où vraiment tu vois, comme tu as dit, une idée, un besoin, tu peux la sortir en 2 jours, tester, et puis après itérer très rapidement derrière, quoi. C'est exactement ça. Hyper intéressant. La première question qui me vient pour cette dernière partie, un peu disclaimer limite, on va dire, c'est que du coup, alors on voit la puissance de l'outil, mais je vois quand même que tu vois, il y a la connexion à Supabase, la connexion à GitHub. Donc, est-ce que, tu vois, dans le sens où en fait on est encore dépendant de plein d'outils, et je Mhm. pense que moi le premier, et peut-être toi aussi, tu me diras ce que tu en penses, mais pour plein de gens, je pense qu'il y a aussi cette fatigue en fait de travailler ou d'avoir une boîte beaucoup sur le web et d'avoir 14 outils épinglés et de switcher entre eux et de travailler avec. Qu'est-ce qui Mhm. bloque à ton avis selon toi aujourd'hui, tu vois? C'est peut-être très naïf la question que je pose, mais dans le sens où qu'est-ce qui empêcherait par exemple un Lovable d'avoir absolument tout sur une même app? Bah, de nouveau, tu vois, c'est difficile. Aujourd'hui, GitHub, ils sont ultra spécialisés dans ce qu'ils font. Supabase sont spécialisés. Enfin, tu vois, c'est la question de la spécialisation. Si on reprend l'économie, ça fonctionne un peu comme ça. C'est difficile. En fait, c'est juste pas possible même d'avoir une app qui fait tout. C'est pour ça que les ERP sont devenus on dit toujours qu'en code, il y a un gros problème c'est l'éléphant dans la pièce en fait. Et l'éléphant, c'est le logiciel que tu as développé. Parce que tu vas le faire avec des notions MVP, avec les notions, OK, il y a juste ce qu'il faut. Puis après, tu as le client numéro 6 qui va dire, ouais, mais moi, il me faut ça, parce qu'en fait, c'est hyper important. C'est important pour lui, du coup, tu le mets dedans, et le truc, il grossit, tu vois. Et c'est exactement ça le problème, c'est qu'en fait, c'est juste pas possible d'avoir un généraliste qui fait tout. Par contre, je pense que les connexions, elles sont de plus en plus simplifiées. Ce qu'ils sont en train de regarder, Lovable, par exemple, c'est tu vois, aujourd'hui, si tu veux faire une application SaaS, un micro SaaS, un truc que tu veux monétiser, bah, tu dois aller sur Stripe, tu te crées un compte Stripe,
et ensuite tu dis à Lovable, bah salut, c'est la même chose sur Replit d'ailleurs, intègre Stripe, il va te demander les clés, machin, il va stocker les clés de manière sécurisée. Mais du coup, tu vois, c'est pas une intégration directe. Et ce que j'ai entendu, c'est que autant Replit que Lovable, par exemple, la prochaine étape, c'est que tu dis je veux accepter des paiements. Et en gros, tu n'as même pas besoin de setup ton Stripe. C'est-à-dire que c'est eux qui gèrent le Stripe pour toi et ils te versent directement le cash, tu vois. Ça t'évite un outil. Et je pense pareil. Tu vois, l'idée du GitHub, bah là, ok, GitHub, ce qui est cool, en passant par GitHub, c'est que tu peux, du coup, avoir toi ton code et tu te dis, bon, bah, si un jour je supprime mon compte Lovable, je garde mon code sur GitHub. Mais typiquement, tu vois, en fait, ils ont un système exactement similaire parce que quand tu chattes, je pense qu'il y a un gros GitHub derrière Lovable de manière générale. Quand tu chattes avec Lovable ou avec Replit d'ailleurs, en fait, lui, il va te faire un changement. Si t'es pas content, tu peux revenir à n'importe quelle version. Sur Replit, tu peux même prévisualiser, revenir en arrière, revenir dans le temps sur ton app en regardant donc en ayant l'app active, tu peux revenir en arrière, tu peux et du coup, tu vois. Effectivement, pour des gens, on va dire, qui n'ont pas besoin d'avoir des comptes partout, tu vois, par exemple, moi, je voudrais pas le Stripe de Lovable. On est une boîte, on a notre Stripe. Donc après, je préfère dire à Lovable, tu connectes Stripe, voilà ma clé, et je veux que tu fasses le checkout comme ça, etc. Que ça soit eux qui gèrent. Mais effectivement, pour des gens peut-être plus individuels, privés, il y aura de plus en plus de simplification. Mais ça reste que tu vois, c'est plus facile pour un logiciel de faire qu'une chose et de la faire méga bien que de vouloir tout faire. Ouais, c'est sûr. Et il y en a plein. Et d'ailleurs, c'est le cas à l'échelle du logiciel, mais aussi à l'échelle de l'entreprise. Plus tu te diversifies, plus tu perds ton focus. Mhm. Après, tu vois, encore pour rebondir là-dessus, je pense que aujourd'hui, si tu veux, de manière générale, grâce à l'IA, tu vois, c'est ça la révolution. C'est simplement que, avant, par exemple, dans mon app, là, je réfléchissais, je me dis, OK, je veux pouvoir faire l'authentification via Google. Donc, moi, j'ai un navigateur qui intègre de l'IA directement, qui s'appelle Dia, qui est le successeur de Arc, en fait, le navigateur que j'utilisais avant. En fait, je vais faire un nouvel onglet, je vais lui dire, OK, j'ai un projet Lovable Supabase, je veux activer l'authentification pour les utilisateurs via Google, comment je fais? Il me dit exactement où je dois aller. Tu vas dans la console Google, tu fais ci, tu fais ça, etc. Tu vas sur Supabase. Donc tu vois, même pour quelqu'un de pas technique, t'as qu'à suivre, t'apprends. Bah ouais, forcément, tu vas avoir des trucs qui vont pas marcher, tu vas perdre des heures et tout. Mais tu sais, c'est hyper. Je trouve ça hyper aussi enrichissant dans l'apprentissage. Et c'est le cas pour tout. Tu vois, si tu lui dis, ouais, maintenant j'ai mon projet, tu peux même le faire via ChatGPT, t'as pas besoin d'avoir d'IA, parce que derrière c'est du ChatGPT de toute façon. N'importe quel outil de LLM avec une fonction de recherche, tu lui dis, voilà, j'ai ça, tu peux même mettre des screens, tu mets des screenshots de tes erreurs. T'as beau être le dernier des nuls techniquement, aujourd'hui tu peux tout faire. Et c'est valable pour le code, pour la technique, mais c'est valable pour n'importe quoi. Je veux dire, si t'as envie de... Après ça c'est aussi une étape, tu vois, on en parlera peut-être dans une prochaine session, mais... Ok, c'est bien, tu as créé ton micro SaaS, maintenant il faut le distribuer. Tu as zéro notion en marketing. Franchement, de nouveau, c'est pareil. Avant, c'était mort. Hein. Fallait payer une agence ou aller faire 2 ans d'études pour faire du marketing. Maintenant, si tu es volontaire et surtout que tu mets de l'énergie pour ça, grâce à l'IA, tu peux expérimenter plein de trucs et tu peux tester, tu peux découvrir plein de trucs et tu peux actionner toi-même, tu vois. Donc c'est valable pour le code, pour le truc que tu crées, mais c'est valable pour le marketing, c'est valable pour la stratégie, c'est valable pour de l'analyse financière. Aujourd'hui, tu vois, je me dis, après c'est toujours une limite de temps, hein, et de volonté, parce que je pense que c'est plus une question de volonté que de temps, parce que au final, on peut supprimer des activités peut-être inutiles, tu vois, Netflix, réseaux sociaux et tout, et on le chope le temps. Mais tu as un patron de boîte qui est un patron technique, disons, qui a une boîte de maçonnerie ou j'en sais rien quoi, qui utilise l'IA intelligemment, justement, il peut se créer une app sur mesure pour gérer ses chantiers, pour les gars sur le chantier, en intégrant de l'IA dedans, pour qu'ils puissent, tu vois, s'ils sont peut-être pas de langue maternelle française, qu'ils puissent dicter les rapports de chantier dans leur langue maternelle, que ça aille transcrire, etc. Il peut se dire, comment je fais pour être numéro 1 sur Google, chercher lui-même. Ok, il aura jamais le 100%, tu vois. Si tu fais du SEO avec de l'IA, tu n'auras pas un 100%. Tu auras peut-être un 80%.
Après, souvent, ça suffit amplement. Bah, c'est la même chose avec le dev. Seulement, c'est une question de budget. Aujourd'hui, sur Lovable, tu as un 80 ou un 90% d'un truc, mais c'est le truc que toi, tu fais. Tu le vois grandir en live et ça coûte une fraction du coût. Ouais. Alors après, c'est un trade-off. Ok, tu veux le truc picobello, tu veux pas toucher une minute. Malheureusement, c'est pas comme ça quand même, parce qu'il faut dire aux devs ce qu'ils doivent faire. Bah, tu prends une boîte de dev, tu payes 60 000, ou alors tu vas passer des heures et 500 balles sur Lovable et tu auras ton app. Ouais, clairement. Ouais, c'est comme tu dis, c'est beaucoup, c'est une question de temps, quoi. Ouais. Mais je trouve que c'est aussi hyper important, tu vois, si on reprend cet exemple de patron d'une entreprise de maçonnerie, je pense que Mhm. pour eux, c'est aujourd'hui, tu vois, c'est peut-être pas lui qui va le faire forcément, dépend du temps qu'il a et dépend la taille de sa boîte et où il en est, Mhm. mais au moins d'avoir certaines connaissances, tu vois, parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup, en tout cas, je veux dire, de moldus, on va dire, l'IA, ça reste encore quelque chose qui fait partie du métier de dev où les prix, ça a baissé, mais pas tant que ça. Donc aujourd'hui, plein de gens peuvent vendre des apps créées via Lovable avec 500 balles et quelques heures dessus, en vendant Mhm. ça comme il faut pour des dizaines de milliers de francs, quoi. Ou des dizaines de Ouais, bien milliers d'euros, sûr. quoi. Bah, le marché, il n'est pas du tout mature. Enfin, Ouais, tu vois, pour te dire, on a un client là, enfin une personne qui est responsable à l'IT dans une grosse institution suisse, très grosse même. Je ne citerai pas le nom, mais voilà. Et il est super sympa. Il était venu à nos masterclass déjà sur N8N, etc. Ensuite, il a pris du consulting N8N. En fait, on est passé sur le vibe coding parce qu'il avait un besoin bien particulier. Et tu vois, lui, il gère plein de logiciels IT dans leur groupe, etc. Plein de monde. Et il me dit, mais enfin, t'as pas idée. Si je compare à ce qu'on est en train de discuter avec SAP, tu vois, pour te dire, SAP, par exemple, ça coûte, j'en sais rien, tu veux changer la couleur d'un bouton, c'est 10 000 balles, quoi. Non, c'est ouais, peut-être ouais, exagéré, ouais, mais ouais. on est un peu dans ce genre de truc-là. Alors que là, en fait, tu veux tester un truc, c'est un prompt, 30 secondes de réflexion de l'agent, et tu vois le truc. Et soit tu dis, bah ça c'est cool, soit tu dis, ah, ça c'est nul. Et tu reviens en arrière. Maintenant, de nouveau, hein, tu vois, ce qu'on dit toujours, ouais, mais bon, bah, du coup, quand toutes les apps, enfin, ça va devenir plein d'apps poubelles, etc. Bon, de nouveau, si tu voudras être capable de vendre ton app, il faudra avoir la force d'esprit d'analyser exactement le besoin des utilisateurs, de pas faire une app qui de nouveau devienne un gros truc qui sert à rien à personne, de faire un truc qui soit quali niveau design. Si tu vois là, j'avais vu des mecs là qui, qui, euh, qui sont des vendeurs de formation IA, enfin ils se disent experts IA, etc. Qui dit ouais, tu vois, c'est magnifique avec Lovable, j'ai codé notre site et tout, et tu regardes le truc. Alors déjà c'est dégueulasse, et puis deuxièmement, bah effectivement, ça sent le vibe coding. Donc déjà, tu vois, pour l'instant, la plupart des gens ils se rendent pas compte de ça, mais dans 6 mois, une année, en fait, tu vois, tu devras beaucoup travailler au niveau design. Puis par exemple, c'est ce qu'on fait. Il y a un module complet dans le bootcamp là. C'est le design. En fait, tu vois, il y a plein d'outils maintenant qui existent, enfin de sites web qui référencent des librairies open source pour en fait rendre ton app vraiment unique, jolie, bien pensée. Aussi, tu vois, des fois, moi, je peux passer vraiment beaucoup de temps pour que les boutons soient bien alignés et tout, parce que j'ai pas envie que l'app elle sente le vibe coding, tu vois. Mhm. Et donc, du coup, il faut oublier les histoires de baguette magique où en 30 secondes, tu as ton app, hein. Comme je te dis, aujourd'hui, pour sortir une app bien pensée, parce qu'après, il y a aussi tout le temps de testing, hein. Ça, c'est un truc qu'on oublie beaucoup. Tu vois, nous, quand on fait une app pour un client, je te dis pas le nombre d'heures que je passe à envoyer une fonctionnalité. Ensuite, je dois tester, valider que tout fonctionne, etc. Refaire une itération. Ça prend un temps fou. Donc, pour arriver au résultat, si tu veux, au produit fini, aujourd'hui, en fait, tu as 98% des gens qui se lancent là-dedans qui abandonnent. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, parce que bah après c'est toujours cet effet réseau tendance et ça de quelque chose qui apparaît, puis en fait dès Ouais, qu'on ouais. trifouille un peu dessus, en fait bah j'arrive sur Lovable, j'ai fait ma LP très facilement, waouh incroyable, puis maintenant j'ai envie déjà ajouter des fonctionnalités, oh ça se fait facilement, maintenant je dois le déployer, oh, putain en fait je dois aller m'inscrire là-dessus, je dois faire ça, laisse tomber, c'est infernal. Hmm. Ça me permet d'arriver sur un peu cette fin d'épisode. J'avais plein d'autres questions qu'on pourra revoir une prochaine fois si jamais. Euh, Toi aujourd'hui, j'avais
peut-être deux questions, comme ça tu peux répondre en simultané. La première, c'était aujourd'hui, quand tu as un projet, par exemple un projet client, Mhm. qu'est-ce qui te fait dire instinctivement, ok, ce projet client, je le fais sur Lovable, ou ce projet client, par exemple, je le fais sur Replit. On a vu avant pour le degré de complexité. Maintenant, j'aimerais le voir pour le degré en fait d'importance de projet, ou quel outil est un peu plus adapté sur les projets. Et la Mhm. deuxième question que j'avais, c'était plus au niveau des limites. Donc du coup, en fait, toi aujourd'hui, quelles sont les limites réelles que tu vois encore là-dedans et quelles seront celles qui seront vite balayées et celles Mhm. qui resteront un peu plus longtemps? Ouais, clairement. Bah, je dirais premièrement, alors pour quel outil choisir? Déjà, c'est le premier choix avant l'outil de vibe coding, c'est est-ce qu'on vibe code ou pas? En gros, aujourd'hui, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, parce que je rappelle, nous, on fait de l'implémentation, d'automatisation slash IA dans les process. Et du coup, au départ, on le faisait ben, soit avec des automatisations codées, soit avec N8N, pour ceux qui connaissent, donc c'est des workflows, etc. Puis en fait, il y avait un immense manque, c'est que quand tu mets de l'IA pour simplifier, pour améliorer le process, peu importe lequel d'ailleurs, en fait, c'est une série d'actions et à différents moments, l'humain, il doit intervenir dans la boucle. Et en fait, l'humain, il reste très attaché à ce qu'on appelle une interface. Donc, c'est de voir mais de voir, tu vois, pas dans une interface de chat comme ChatGPT, Mhm. mais dans une interface structurée pour une problématique bien précise. Tu vois, je reprends l'exemple de la personne que je t'ai dit avant dans cette grande institution. Donc, on a commencé sur une huitaine un POC pour analyser des appels d'offres. Donc, en fait, eux, ils font des appels d'offres. Ils vont dire on cherche une société qui va nous faire X, Y, Z, par exemple en informatique. Puis après, ils ont plein de sociétés qui leur envoient des CV, des offres, etc. Ils doivent analyser tout ça. Et surtout, par exemple, bah, pour quand ils vont chercher des compétences externes, ils vont analyser les CV, ils vont ranker les sociétés en disant bah là, on a reçu 15 personnes, il faut minimum 4 personnes pour couvrir tous les trucs et tout. Bah, en fait, dans une UTN, si tu veux, on y est arrivé. Mais par contre, il manquait le côté visuel et il manquait le côté collaboratif. Et donc après, on a basculé ça sur une app. Et si tu veux, bah là, voilà, de nouveau, l'IA, quand elle fait son analyse, les blocs sont hyper bien définis, c'est joli visuellement, il y a des notions de ranking directement dans l'application. Enfin, tu vois, donc il y a besoin d'une interface, il y a besoin d'une interaction entre l'humain et la machine. Donc, s'il n'y a pas besoin de ça, si par exemple c'est clairement, il y a un ERP, il y a un CRM, puis ils communiquent pas, et c'est ça le problème, là tu vibe code pas, tu vois. Mhm. Tu passes par un N8N, ou à la limite tu vibe code un flux d'automatisation, mais tu vas pas créer quelque chose dans Lovable, ça sert à rien. Après, bah, le choix entre Lovable ou autre, bah, je dirais pour tout ce qui est front-end, donc ce qui a vraiment une interface, Lovable c'est simple et facile. À part s'il y a des besoins un peu plus techniques, je dirais pourquoi pas Replit. Mais Replit, pour l'instant, le problème, c'est encore le fait que après, c'est un peu compliqué de sortir les données de chez eux. Et vu que nous, on veut tout déployer en Suisse, ben voilà. Donc pour ça, on choisit plutôt Lovable. Et pour des trucs plus complexes, des automatisations, ce qu'Anthony fait, ben, c'est plutôt Claude Code. Parce que lui, voilà, il déploie après ces trucs-là chez Infomaniac. Mais c'est du code pur, si tu veux. Il n'y a pas tellement d'interfaces ou des interfaces assez techniques. Et pour les limites, comment tu vois l'avenir de tout ça? J'ai vu que tu as Ouais. parlé avant de cette histoire d'agent avec Stripe où ça va encore plus faciliter tout ça. Ouais. Euh, Selon toi, peut-être dans une année, à la vitesse à laquelle ça avance, peut-être dans une année ou voire deux, tu penses que ce sera un peu quoi qui fera nous dire en fait que là, ok, on est sur des outils matures en fait. Quelle est la finalité un peu de ces outils? Bah, honnêtement, de nouveau, moi je regarde. Je te dirais que déjà aujourd'hui, septembre 2025, bon, on verra ce qu'ils vont sortir Replit ce soir, ça va être intéressant. D'après les mots du fondateur, ils auront une année d'avance sur tous les autres avec ce nouveau launch. Je me réjouis de voir ça. Euh, Aujourd'hui, septembre 2025, franchement, c'est déjà mature. Quelqu'un qui a débrouillé et qui a de l'idée, il peut créer des trucs de fou, il peut les créer de manière sécurisée. Enfin, tu vois, tous les discours. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Le vent, il a tourné, hein. Sur les réseaux, moi, j'ai posté ma première vidéo sur un truc que j'ai vibe codé avec Cursor. C'était en septembre 2024, du coup. J'avais découvert l'outil. Je rentrais de Paris, j'étais en TGV, je me suis amusé avec Cursor à développer un mini CRM.
j'étais bluffé, tu vois. Je viens du domaine. Moi, j'ai été chef de projet pendant 7 ans, donc j'ai été chez les clients chercher les besoins, et ensuite j'ai expliqué aux développeurs ce qu'ils devaient faire. Et du coup, j'ai dit non, c'est pas ça, il faut changer, etc. Et j'ai été montré aux clients. Donc, tu vois, j'ai cette capacité un peu de PM, donc de chef de projet, à analyser le besoin et transcrire ce qu'on veut techniquement. Et tu vois, les gens disaient ouais, mais c'est de la merde, c'est nul. Enfin, de toute façon, tu peux pas déployer, gna gna gna. Ensuite, quelques temps après, je pense que c'était en fin d'année passée, quand Replit, ils ont lancé leur agent, leur premier agent. Pareil, j'avais fait une vidéo sur LinkedIn et j'ai reçu des messages en privé via LinkedIn de types qui m'ont dit désolé, mais je suis pas d'accord avec toi, la sécurité, gna gna gna. Puis tu vois, une année après, franchement, le truc, il est juste fou. Et l'évolution, elle est parabolique, tu vois, elle est pas linéaire. Et donc, du coup, pour moi, dans une année, enfin, encore une fois, ça va être 10 fois ce qu'on a aujourd'hui, minimum. Et on aura de nouveau des agents de sécurité et tout. Le seul truc, en fait, qu'il y aura jamais, et de tant qu'à mon avis, on reste sur des technologies de type LLM derrière, etc., c'est le goût. Tu vois, c'est le goût pour le design, c'est le goût, c'est le mec qui vient comprendre, ah mais là, il y a un problème. Ces gars dans cette industrie, ils ont pas de logiciel pour ça, ou alors ils en ont un, mais ça coûte une blinde. Eh ben, je vais vibe coder un truc, je vais faire un truc picobello qui répond à leurs besoins, et je vais savoir le marketer, tu vois. Mhm. Ça, enfin, j'ai entendu que Lovable et Replit, justement, ils réfléchissent à comment faire en sorte que ton produit se vende mieux. Mais tu vois, en fait, quand ça sera des AI qui sont en compétition entre elles pour vendre tes produits, ça marchera pas. Je veux dire, au bout d'un moment, tu vois, il y aura toujours ce feeling humain. Et ça, bah, nous, il y a très peu qui l'ont, en fait. Moi, je m'en rends compte. Bah, là, par exemple, j'ai 10 personnes ultra motivées dans le bootcamp. On verra ce qu'ils vont sortir. Hein. Donc, demain, on a la 3e session. Donc, ça veut dire que dans 3 semaines et demie, ils sont censés tous avoir un projet. J'en parle pas maintenant parce qu'il y a des projets assez cool. J'ai un deuxième batch qui commence aussi le 1er octobre. On verra ce qu'ils vont sortir. Mais effectivement, tu vois tout de suite, il y a des gens qui mettent une énergie de malade là-dessus et ils y vont à fond. Puis tu as d'autres personnes bah, qui ont moins le temps, qui ont moins l'envie aussi, j'imagine, moins l'énergie. Donc il faudra voir. Maintenant, franchement, enfin déjà aujourd'hui, hein, je te dis, il n'y a pas d'excuse. Il y a un mec qui a utilisé Replit, il était dans les fonds d'investissement, je sais pas quoi, aux États-Unis. Il a vu qu'il y avait un problème justement dans son industrie. Il s'est dit bon, là il y a un problème, je développe un truc. Il a montré en fait un peu à côté chez des gens qui étaient dans le même domaine. Il a signé pour 5 millions de contrats, il a quitté son job et du coup voilà. Tu vois. Il y a une boîte qui a vendu, qui a vibe codé un truc sur Lovable, qui l'a vendu pour, enfin qui a fait je crois déjà 3 millions de revenus avec cette app. C'est une app au Brésil pour une plateforme de formation, quelque chose. J'ai vu qu'il y a des mecs en Suède, en 24 heures, ils ont créé une app sur Lovable. Et du coup, ils l'ont vendu pour 25 000 balles ou 20 000 balles à une boîte, enfin VC. Donc, tu vois, franchement, la mentalité, elle est en train de complètement changer. Et si tu regardes, tu suis un peu la scène, par exemple, suédoise autour de tout ce qui se passe maintenant avec Lovable, c'est de la folie. Le nombre de jeunes qui se lancent maintenant dans, tu vois, un peu cet aspect, ok, on va trouver des problèmes, on va créer. Puis c'est vraiment ça, c'est un process de création. Donc franchement, ça va être fou. Hein. Moi, je suis ultra, si tu veux, enjoué, excité par le futur qui nous attend. Mais maintenant, bah, en fait, faut prendre le train. Et de nouveau, 99% de la population, ils en feront rien. Tu vois, c'est comme les réseaux sociaux. Pour moi, c'était une révolution incroyable. On donnait à tout le monde la possibilité d'avoir son propre média. Le shift, pour moi, il est monumental. Puis au final, bah, 99% de la population, ils sont devenus plus bêtes qu'avant avec ces outils. On voit les jeunes, c'est compliqué. On est tous accros à ça. Moi, je me mets dans le premier. Et en fait, les gens, ils produisent pas. Ils utilisent pas ça comme un canal pour soit diffuser un message, se mettre en avant, parler, enfin aider les gens à apprendre des nouveautés ou à savoir comment faire. Non, ils consomment, ils scrollent bêtement, puis ils font jamais rien avec. Donc tu vois, on aurait pu en faire un truc vraiment stylé. Et je pense que ça risque d'être la même chose avec le vibe coding. Il y a une petite poignée de gens qui vont vraiment comprendre l'opportunité, qui vont devenir déjà, ben, ça sera ultra recherché en entreprise, ce genre de profil. Parce que t'imagines, t'as une boîte de 50 personnes ou 100 personnes, t'engages une personne comme ça, le levier que tu peux avoir. Mais et ça en plus on le voit déjà aujourd'hui, tu vois. Dans Ouais. la plupart des boîtes, ils te mettent ils te demandent déjà d'être spécialisé en IA, tu vois. Moi, je l'ai vu passer dans le domaine du marketing. Bon, tu me diras que
peut-être un poil logique, mais déjà dans le domaine du marketing, je l'ai vu dans le domaine bancaire aussi. Tu vois, où Ouais. il Et il y a cherchait des offres, il il y a des cherchait offres d'emploi. il cherchait des conseillers spécialisés en IA. Ouais, bien sûr. Mais il y a des offres d'emploi qui vont plus loin. Il y a des offres d'emploi. J'ai vu le fondateur justement de Lovable qui a posté ça, qui disent tu dois maîtriser Lovable pour ship, donc déployer, enfin mettre à Mhm. disposition des apps hyper rapidement pour améliorer les départements. Là, on a commencé aussi à faire des bootcamps, enfin des workshops, si tu veux, avec des cadres de grosses boîtes en Suisse autour du vibe coding. C'est c'est ultra apprécié. Parce que de nouveau, dans ces grosses boîtes, tu as une inertie de malade et là, en fait, ça booste l'innovation, tu vois. Même si ça reste au stade de prototype, ça montre aux gens qu'il y a une nouvelle façon de faire et cet outil-là permet de faire des trucs qu'avant, bah, toutes les idées passaient à la trappe parce qu'il fallait 50 ou 100 000 balles pour faire un prototype avec des devs. Ouais. Donc, et c'est pareil au marketing, comme tu dis. Je pense qu'on pourra faire un épisode là-dessus. Un truc que j'aime beaucoup, c'est le vibe marketing. C'est un nouveau concept. Et maintenant, tu as plein de startups aussi qui sortent de YC. C'est le Lovable pour, tu vois, trois petits points. Lovable pour créer des agents. Lovable pour faire ci, faire ça. Donc, tu vois, ça prouve bien que ce concept de, tu as une sorte d'agent qui est spécialisé dans un domaine, tu lui parles et il va te créer quelque chose sur mesure, ben c'est hyper. Enfin, ça a de l'avenir. Ok, bah écoute, moi j'ai posé un peu toutes mes questions. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. De Ouais, toute tout à manière, fait. on aura l'occasion de se revoir sur la chaîne pour discuter, entre autres peut-être de vibe marketing, euh, Yes. plus appuyé sur certains points au niveau du vibe coding. Donc, s'il y a une chose à retenir dans cet épisode, les amis, dormez encore. Le train est en train de passer, cette fois-ci encore plus vite que la dernière fois et encore plus rapidement que la fois d'avant. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Allez, ciao.